Bonjour, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, bonjour, on vous entend. Très très bien, donc on va essayer un petit peu à ce qu'il y ait un certain nombre adéquat pour qu'on puisse commencer le cours parce que c'est affiché généralement à 14h30, c'est ça? Oui, exactement. Parfait. Patience. Marie. Alors, on peut rapidement commencer le cours. Vous y êtes? Allô? Oui, docteur. Alors, on va commencer le cours. On va parler aujourd'hui donc de la présentation du sommet. C'est comme il vous a été déjà dit dans le mécanisme général de l'accouchement, qu'il existe différentes présentations. Donc, il y a les présentations qui sont longitudinales et des présentations qui sont transversales. Dans les présentations longitudinales, on a des présentations céphaliques et des présentations podaliques. Dans les présentations céphaliques, il y a la tête. Ça dépend à ce que la tête elle soit fléchie, elle soit défléchie ou intermédiaire entre la flexion et la déflexion. Et dans la présentation podalique, c'est-à-dire c'est la présentation de siège, c'est des présentations où on peut avoir un siège complet ou décomplété. Et puis, il y a bien entendu la présentation transversale. Pour chacune de ces présentations-là, il y a ce qu'on appelle un repère, c'est-à-dire un repère de la présentation. Et bien entendu, on entend par présentation du fœtus, c'est-à-dire c'est ce que présente le fœtus au niveau du détroit supérieur. La présentation d'aujourd'hui, qui est la présentation du sommet, c'est un petit peu la présentation la plus fréquente et la plus favorable, qui a le plus de caractère eutroxique, c'est-à-dire la facilité
qui ne doit bien entendu pas faire négliger ou oublier son diagnostic et son mécanisme de l'accouchement. Donc, l'intérêt de cette question-là, on a dit que cette présentation du sommet, c'est la présentation la plus fréquente et c'est la présentation la plus autocycle. Généralement, c'est toutes les femmes qui viennent, présentent ce type de présentation. Le repère de cette présentation, c'est la petite fontanelle. Comme je vous l'ai dit dans le préambule, dans la présentation fléchie à l'extrême, qui est la présentation du sommet, le repère de la présentation, c'est l'occiput. Et dans la présentation défléchie au maximum, c'est la présentation de la face et le repère, c'est le montant. Et lorsque on est intermédiaire entre la flexion et la déflexion, c'est-à-dire on a la présentation frontale et le repère de cette présentation est la lambda. C'est quelque chose de très important de reconnaître le repère et de le retrouver et de localiser ce repère de cette présentation. Alors, ce que l'objectif un petit peu lorsqu'il y a un accouchement, c'est que cette présentation puisse présenter son plus petit diamètre pour qu'il y ait franchissement de l'aire du détroit supérieur pour aboutir à ce qu'on appelle l'engagement. J'ouvre une parenthèse pour dire que l'engagement, c'est lorsque le plus grand diamètre de la présentation arrive à franchir l'aire du détroit supérieur. Et comme dans la présentation du sommet, le diamètre qui se présente, c'est le sous-occipito-bérygmatique qui est de 9,5 cm, est largement compatible avec les diamètres du bassin obstétrical. Donc, vous avez déjà connu, c'est-à-dire les diamètres obliques de 12 cm ou bien l'antéro-postérieur qui est de 11,5 et puis les autres diamètres. Donc, le 9,5 est largement compatible. Voilà un petit dessin qui va vous montrer comment on arrive à reconnaître le repère de la présentation du sommet qui est l'occiput. Comment on le retrouve cet occiput-là lorsqu'on fait le toucher vaginal? C'est lorsqu'on arrive à délimiter cette petite fontanelle. La petite fontanelle qui vient au-dessus de l'occiput, qui est, elle, triangulaire. Donc, elle présente trois côtés, à l'inverse de la grande fontanelle, qui, elle est quadrilatère et losangique. Donc, il ne faut pas faire la confusion entre les deux. Donc, la petite fontanelle, elle est triangulaire. Si on arrive à trouver cette petite fontanelle, juste au-dessus, il y a une petite saillie, c'est qu'on appelle le repère de la présentation, qui est l'occiput. Alors, voilà les diamètres qu'on peut voir chez la tête. Vous avez tous les diamètres là, le sous-occipito-bregmatique, le sous-monto-bregmatique et l'occipito-montané. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le sous-occipito-bregmatique. Voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle aussi les variétés de position. Donc, une fois qu'on a reconnu qu'on est en présence d'une présentation du sommet, cela sous-entend qu'on a repéré notre fontanelle postérieure qui est triangulaire. Juste au-dessus, il y a l'occiput. Maintenant, essayez un petit peu de vous faire une petite imagination. Vous avez devant vous une patiente qui est en position gynécologique, comme vous voyez maintenant dans le schéma. En avant, il y a la symphyse pubienne et en bas, il y a le promontoire. Et maintenant, vous avez la tête qui va descendre. Et vous allez faire votre toucher vaginal pour un petit peu reconnaître cette variété de position. C'est quoi cette variété de position? C'est-à-dire, c'est la position de cet occiput-là par rapport à cet os ciliaque. Si cet occiput, cette fontanelle postérieure, elle est en avant, on dira qu'on est dans une variété antérieure. Si elle est en arrière, on dira qu'on est dans les variétés postérieures.
Si elle est latérale, on est dans les variétés transversales. Maintenant, si elle est en avant et à droite de la patiente, on dira que c'est une occipito-iliaque droite antérieure. Si elle est à gauche et en avant, on dira que c'est une occipito-iliaque gauche antérieure. Si elle est transversale, on dira une transversale droite, ou bien une transversale gauche, ou bien c'est une occipito-iliaque droite postérieure, ou une occipito-iliaque gauche postérieure. Donc, la position et la situation que va occuper la présentation par rapport à son point de repère de la présentation définit la variété de positions. Donc, on vient de dire, l'OIGA, c'est-à-dire l'occipito-iliaque gauche antérieure, c'est la plus fréquente. Hein? Donc, elle va dans l'orientation de la tête en avant, dans l'axe oblique. Vous savez, il y a l'axe oblique gauche et l'axe oblique droit qui va toujours de l'imminence iliopectinée jusqu'au sinus sacro-iliaque, le droit et le gauche. Et vous avez les différentes variétés qui ont été décrites selon un petit peu leur pourcentage. Voilà, donc que vous avez une patiente à l'examen, on va l'examiner. L'examen clinique doit être bien entendu réalisé dans de très bonnes conditions. La femme, elle est en décubitus dorsal, avec une vessie bien entendu vide et une paroi abdominale bien relâchée. Cela sous-entend qu'on va faire ça en dehors des contractions utérines. L'examen de l'abdomen, donc à l'inspection, elle permet de reconnaître que l'utérus est développé dans le sens longitudinal. Donc, c'est une présentation donc, verticale et à sa forme ovoïde à grosse extrémité supérieure. Ça, c'est à l'inspection. À l'inverse, lorsque vous avez une présentation transversale, vous avez un utérus qui est développé dans le sens transversal. La palpation, elle doit être pratiquée dans l'intervalle des contractions utérines, méthodiquement, c'est-à-dire que les contractions utérines, un relâchement de la paroi utérine et la palpation de la région subpubienne avec les deux mains posées à plat, palpant le pôle pelvien, cherchant par leurs paumes et par la pulpe des doigts à reconnaître à travers la paroi abdominale les reliefs du pôle fœtal qu'est le moule. Voilà, c'est ce que est en train de faire là. Donc, avec le fond, on va palper avec la main, on va mise à plat, on va palper le fond de l'utérus. Latéralement, on va essayer un petit peu de faire bouger latéralement le bébé et avec la tête, on va essayer de la mobiliser. Donc, si cette tête-là, on se suit bien, elle se mobilise, on dira que c'est une tête qui est haute et mobilisable. Et si on n'arrive pas à la faire bouger, on dira que c'est une tête qui est fixée. Alors, lorsque on va palper, ça nous permet premièrement de reconnaître un petit peu quelque chose de sphérique, de régulier et de dur, donc qui va correspondre un petit peu au pôle céphalique. Et puis, avec l'autre main, donc on va faire de part et d'autre, voir d'un côté les doigts qui vont percevoir une saillie osseuse, qui est nettement angulaire, qui est le front, pour apprécier un petit peu le degré de flexion. De l'autre côté, les doigts qui vont suivre le contour jusqu'à atteindre l'occiput. Le front et l'occiput ne sont pas sur le même plan horizontal. Alors, ça nous permet également, comme je viens de le dire, d'apprécier le degré de descente et d'engagement. Si la tête elle est en train de bouger d'une main à l'autre, c'est qu'elle est mobile. Si elle ne bouge pas, c'est qu'elle est fixée. Si on n'arrive pas à percevoir l'occiput, c'est que la tête elle est engagée. Bon, ça c'est un petit peu la théorie, bien entendu, lorsque sur le plan pratique, ce n'est pas aussi évident que ça. Il faut vraiment avoir la chance de tomber sur une femme qui est mince, chose qui est rare, et qui va réellement nous dire si on est dans quelle situation et le degré d'engagement de cette tête-là.
Alors, il y a ce qu'on appelle un signe de Fabre, que la tête, la tête est engagée si la distance entre la saillie acromiale de l'épaule et le bord supérieur du pelvis est inférieur à 7 cm, c'est-à-dire avec 4 travers de doigts, on dira que la tête est engagée. On va faire la palpation du fond utérin. Les doigts des deux mains sont posés à plat sur le fond de l'utérus. Retrouvons un pôle ayant le caractère suivant, c'est-à-dire en bas, on a dit en sus-pubien, dans la présentation, il y a quelque chose de dur, de régulier et d'arrondi, mais dans le fond utérin, on a quelque chose de plus volumineux, de contours qui sont moins réguliers, de résistance inégale et plus volumineux. Donc, cela va correspondre un tout petit peu au pôle podalique. Il ne ballotte pas, sauf en cas d'excès. C'est quelque chose qui ne bouge pas, sauf si vous avez un excès de liquide amniotique. Là, ça sous-entend que ça peut ballotter et que la présentation peut bouger. Alors, une fois qu'on a fait notre examen, qu'on a fait notre palpation, on revient un petit peu à l'auscultation, c'est-à-dire l'auscultation des battements cardiaques fœtaux. J'ai oublié de vous dire que lorsque on fait la palpation, on a reconnu le pôle céphalique, on a reconnu le pôle podalique. Bien entendu, latéralement, il faut essayer de reconnaître aussi le plan du dos. C'est quelque chose de capital et c'est quelque chose d'important. La région, donc, sur le côté où c'est quelque chose de dur, ça va correspondre au dos. Mais de l'autre côté, au sens inverse, vous avez quelque chose qui se déprime, de quelque chose de plus mou, donc va correspondre un petit peu au plan ventral. Une fois qu'on a localisé la tête, on a localisé le fond de l'utérus, c'est-à-dire le pôle podalique, et qu'on a reconnu de quel côté est le dos, à droite ou à gauche, il nous est plus facile un petit peu de retrouver notre foyer, le foyer de l'auscultation cardiaque. Donc, il se fait toujours en dehors des contractions utérines. Donc, il faut attendre à ce que les contractions utérines disparaissent. Le foyer maximum des battements se situe un peu au-dessous de l'ombilic, du côté du plan dorsal qui a été localisé auparavant par votre examen clinique. Alors, quels sont les signes Il faut faire le toucher vaginal. Le toucher vaginal doit être conduit systématiquement et méthodiquement. C'est souvent avec ce toucher vaginal que l'on acquiert la certitude du diagnostic et de la présentation. Donc, la présentation céphalique, elle est confirmée par la perception de la tête, dure, lisse et arrondie. Vous faites votre toucher, vous touchez quelque chose de dur. Donc, ça correspond rapidement à une présentation céphalique. Ensuite, votre toucher vaginal va un petit peu apprécier le degré de dilatation du col et essayer de reconnaître cette petite fontanelle et derrière, bien entendu, l'occiput et ensuite définir votre variété de position, chose qui n'est pas facile lorsque on est en début de grossesse. Mais plus que on avance dans la dilatation, plus que le diagnostic devient évident. Il y a lieu d'apprécier aussi le degré de flexion. Plus que la tête est fléchie, plus qu'on est dans l'eutosie, plus qu'il y a quelque chose de facile qui va se passer. Donc, plus que cette fontanelle postérieure triangulaire est proche du centre du bassin, c'est généralement le cas le plus habituel lorsque le pronostic est bon, plus que cette fontanelle occupe le centre, plus que la tête est fléchie et mieux le pronostic est bon. Et plus que le pronostic est bon. Mais plus que la fontanelle postérieure est excentrée, alors que la grande fontanelle quadrilatère se rapproche du centre, la tête, elle est mal fléchie. C'est généralement chose qu'on trouve souvent dans les variétés postérieures. Donc, cela sous-entend, lorsqu'on est dans les variétés antérieures, le pronostic il est nettement mieux que lorsque on est dans les variétés postérieures. Donc, dans les variétés antérieures, la fontanelle postérieure occupe le centre. Par contre, dans les variétés postérieures,
Cette fontanelle postérieure, c'est-à-dire la lambda, elle est reportée excentriquement vers le rebord pelvien. Voilà, on a essayé de faire un petit schéma. À gauche, vous avez une tête qui est un petit peu mal fléchie. Au milieu, c'est une tête qui accentue sa flexion. Et à droite, c'est une flexion extrême qui constitue le bon pronostic. Donc, il y a lieu un petit peu de suivre le trajet de cette petite flèche bleue qui est au-dessous. Alors, quels sont les éléments paracliniques? La radiographie du contenu terrain, ça c'est de l'historique, on n'en fait plus. Mais c'est le plus important, c'est l'échographie qui va nous permettre un petit peu de vérifier la nature de la présentation. Rapidement, rien qu'à mettre une sonde abdominale, et on reconnaît que la présentation, le type de présentation, et on va prendre facilement notre diamètre bipariétal qui va, lui, nous donner une idée approximative et de faire l'estimation du poids du fœtus. Bien entendu, dans la foulée, on doit voir un petit peu le lieu, le siège de l'insertion du placenta. Revenons maintenant au mécanisme de l'accouchement en présentation du sommet. Il me semble qu'il vous a été déjà dit que dans le cours sur le mécanisme général de l'accouchement, il y a un mécanisme d'accouchement qui est propre à chaque présentation, c'est-à-dire un mécanisme de l'accouchement dans la présentation du sommet, un mécanisme de l'accouchement dans la présentation du front, un mécanisme de l'accouchement dans la présentation du siège, mais pour toutes ces présentations-là, elles ont un dénominateur commun. Il y a toujours l'engagement, la descente et la rotation et le dégagement. Engagement, descente et rotation et le dégagement. Donc, la traversée du bassin maternel doit obligatoirement obéir à ces trois phases. Donc, et ce mécanisme-là, il diffère, je parle du sommet, sensiblement suivant que l'occiput se trouve en avant ou bien en arrière. Puisqu'il se situe en avant, le pronostic il est bon. Lorsqu'il se situe en arrière, il est, je ne dirais pas mauvais, mais je dirais il est moins bon. Je vous dirai pourquoi. Voilà. Alors, essayez un petit peu d'avoir un peu d'imagination. Vous avez devant vous, en haut, l'occiput. C'est ce petit schéma triangulaire-là. Dans les variétés antérieures, la rotation, elle doit se faire de 45 degrés pour ramener cet occiput-là au-dessous de la symphyse pubienne. Voilà, au-dessous de la symphyse pubienne, c'est-à-dire dans les occipitaux iliaques droite antérieure ou bien dans les occipitaux iliaques gauche antérieure. Parce que l'occiput, il est pratiquement situé au niveau de l'imminence iliopectinée. Donc, il doit faire une petite rotation de 45 degrés pour le ramener en médian au-dessous de la symphyse pubienne. Par contre, dans les variétés postérieures, cet occiput-là, il est situé au niveau du sinus sacro-iliaque. Il est en postérieur. Pour arriver au-dessous de la symphyse pubienne, il doit faire une rotation de 135 degrés, qu'il soit situé à droite ou à gauche, mais du fait qu'il est déjà en postérieur, cette rotation-là, elle est de 135 degrés. Donc, le temps et la force de ramener quelque chose de 45 degrés, de parcourir 45 degrés, il est moins que lorsque on doit parcourir les 135 degrés. C'est pour cela que je dis que le pronostic il est moins bon dans les variétés postérieures que dans les variétés antérieures. Alors, dans l'accouchement de la tête, l'engagement de la tête, c'est par définition, c'est le franchissement du droit supérieur par le plus grand diamètre de la présentation. Il peut s'accomplir au début du travail ou avant celui-ci, surtout chez la primipare. Donc, l'orientation doit être précédée par deux éléments. L'orientation, c'est-à-dire que
le bébé doit orienter son grand axe de la présentation selon le diamètre oblique gauche du bassin. C'est quelque chose de capital. Donc, avant qu'il y ait engagement, il faut qu'il y ait d'abord une orientation et ensuite, il y a ce qu'on appelle un amoindrissement. Donc, comme si on va demander à ce petit bébé d'orienter son plus grand diamètre, de l'orienter selon l'axe gauche. Et ensuite, une fois qu'il a fait son orientation, il doit l'amoindrir. Parce qu'à tout début, il va présenter son diamètre occipito-frontal, qui est de 11,5 cm. Bien qu'on peut faire passer 11,5 cm dans 12 cm, mais on demande encore plus si à ce diamètre-là de 11,5 cm d'être diminué. Il y a donc ce front qui va venir buter et vient se substituer un autre diamètre qui est le sous-occipito-bregmatique qui est de 9,5 cm. Donc, il est plus facile pour nous de faire passer 9,5 cm dans quelque chose de 12 cm que de faire passer un petit peu le 11,5 que dans 12 cm. Une fois qu'il y a eu cet engagement-là, il y a ce qu'on appelle une descente et une rotation. La descente et rotation, elle va se faire de façon simultanée et de façon hélicoïdale. C'est-à-dire il y a une descente et une rotation en même temps. De façon à emmener l'occiput, c'est-à-dire au-dessous de la symphyse pubienne. C'est-à-dire il doit se faire, il va passer d'un axe oblique à un axe antéro-postérieur, c'est-à-dire médian. Une fois qu'on a abouti à ce que cet occiput-là est dans l'axe médian, s'engage la descente. Donc, elle va descendre. Cette descente, elle doit toujours se faire dans l'axe ombilico-coccygien. C'est-à-dire, il y a un axe, essayez un petit peu de faire un peu d'imagination. Vous avez devant vous une femme en position gynécologique. Vous localisez son ombilic. Une fois que vous avez localisé son ombilic, vous tracez un axe qui passe de son ombilic jusqu'à son coccyx. Si, en quelque sorte, si je dois prolonger cette ligne, elle doit passer entre les jambes de l'accoucheur ou bien de l'examinateur. Voilà. Donc, la hauteur de l'excavation est franchie lorsque la grande circonférence céphalique arrive au plan sous-symphysaire. C'est ce que j'étais en train de dire. L'occiput vient se caler au-dessous de la symphyse pubienne. La poussée utérine maintenant en permanence, l'occiput contre la symphyse pubienne, la descente va se faire sur une hauteur de 5 cm. Il s'agit donc d'une rotation, comme je viens de le dire, de 40 degrés en avant. Alors, une fois que la descente et la rotation a été établie, vient alors, une fois que la descente et la rotation a été établie, vient ensuite le dégagement. Le dégagement donc va se faire, c'est le détroit inférieur. On a dit que le détroit inférieur, le détroit supérieur, c'est un espace qui est osseux. Par contre, le détroit inférieur, c'est un ostéotendineux. Il a la forme d'un angle dièdre ouvert vers le haut. Arrivé au détroit inférieur, l'occiput se trouve donc en regard du pubis maternel et le dégagement va se faire le plus normalement possible, en occipito-pubien, c'est-à-dire l'occiput contre le pubis. Une fois que la tête est sortie dehors, s'ensuit rapidement l'accouchement des épaules. Donc, l'accouchement des épaules va se dérouler sans problème. L'engagement va se faire, c'est-à-dire le bisacromial, ça va s'amoindrir par un phénomène de tassement et s'orientera toujours dans le diamètre qui va s'opposer à celui qui a été emprunté par la tête.
c'est-à-dire le diamètre, l'oblique droit, lorsque c'est l'occipito-iliaque gauche antérieur, ou le gauche lorsque c'est l'occipito-iliaque gauche postérieur. La descente et la rotation, elle va amener l'épaule droite dans la symphyse pubienne et par un phénomène de glissement, il va y avoir le dégagement de l'épaule antérieure et puis postérieure. Il ne reste que le siège, qui est le bitrocantérien, il s'ensuit le plus souvent possible sans aucun problème. Alors, l'accouchement des épaules ne pose généralement pas de problème, sauf si, bien entendu, on a affaire à un macrosome, c'est-à-dire où la tête elle est petite et les épaules c'est un petit peu plus large, et on sera confronté ici à ce qu'on appelle une dystorsie des épaules, et on est amené à pratiquer certaines manœuvres, notamment la manœuvre de Jacquemin. Alors, en conclusion, je dirais que la présentation du sommet, c'est une présentation la plus favorable des présentations. L'accouchement spontané se termine généralement le plus souvent sans aucun problème. Le TOSI est à son maximum dans les variétés antérieures, alors que les variétés postérieures restent autosiques avec quelques restrictions, bien entendu. Voilà ce que j'ai à dire, grosso modo, sur la présentation du sommet. S'il y a des questions, je suis là à votre disposition. Merci. Allô? Oui, docteur. En fait, Est-ce qu'il y a des questions? Je vous entends très mal là. vous m'entendez? Avec un petit effort, oui. Ok. Donc, j'ai plusieurs questions. Je peux les poser, s'il vous plaît? Oui. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, Oui, maintenant oui. je vous entends mieux. Oui, docteur, s'il vous plaît, c'est quoi la différence entre le plus grand diamètre de la présentation et le plus grand axe? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quand est-ce que la TV n'est pas concluant et est-ce que l'utilisation des picographies est systématique? Merci. Alors, en ce qui concerne les diamètres, je dois revenir un tout petit peu. Alors, je disais que le bébé, lorsqu'il va se présenter au niveau au niveau du détroit supérieur, il va avoir plusieurs diamètres. Il peut avoir le sous-manteau, sous-occipito mentonnier, comme il peut avoir le sous-occipito frontal, comme il peut avoir le sous-occipito bregmatique. Nous, notre objectif, c'est qu'il doit présenter le plus petit diamètre. C'est comme si vous avez une porte et que cette porte-là, l'ouverture de la porte, elle est de 1 mètre et que vous avez un bureau que vous devez faire sortir de cette salle. Si vous présentez un plus petit diamètre du bureau de 50, il va passer facilement. Mais si vous arrivez à le faire passer avec, sa largeur de 1,5, il ne passera jamais. Donc, ça dépendra de vous comment vous allez orienter votre bureau. C'est la même chose pour le bébé. Il doit présenter le plus petit diamètre au niveau du détroit supérieur pour lui faciliter le passage de cet obstacle-là. La deuxième question, c'était quoi déjà? La deuxième question, c'est par rapport à l'axe. C'est quoi la différence entre le plus grand axe et le plus grand diamètre?
C'est ce que je viens de vous répondre, c'est-à-dire le plus grand axe. Lorsqu'on parle de l'axe, c'est le bassin obstétrical. Lorsqu'on parle du diamètre, c'est le diamètre, c'est-à-dire du bébé. Si vous avez deux éléments, deux paramètres. Vous avez le bébé qui doit présenter son plus petit diamètre par rapport à un axe gauche. L'axe gauche qui va de l'imminence iliopectiné au sinus sacroiliac, qui est généralement de 12 cm. L'enfant, lui, pour traverser cet axe-là, il doit présenter un diamètre plus petit. Et l'autre question, c'est quoi? Eh ben, quand est-ce que le toucher vaginal n'est pas concluant et est-ce que l'utilisation de l'échographie est systématique? Alors, le toucher vaginal, c'est pas qu'il n'est pas concluant. Le toucher vaginal, on apprécie, c'est-à-dire on acquiert une certaine expérience à force d'en en faire beaucoup de toucher et d'apprécier un petit peu les dilatations et d'apprécier la variété de positions. C'est beaucoup plus pratique que théorique. Ce que je viens de présenter, c'est quelque chose de très théorique, mais à la longue, à force d'en en faire les touchés vaginaux, vous allez acquérir une certaine expérience pour reconnaître si c'est céphalique ou c'est siège, c'est quelque chose de facile. Mais reconnaître le type de la présentation et la variété de positions, c'est quelque chose de capital. Il faut que ce soit un obstétricien vraiment fin et chevronné pour qu'il puisse donner le diagnostic. Concernant l'échographie, ça nous arrive souvent d'aller recourir rapidement à l'échographie, alors que l'examen avec la clinique, c'est quelque chose de capital et de très important. Mais l'échographie, effectivement, elle va nous donner les diamètres, d'une part, et elle va nous dire que si c'est une tête qui est bien fléchie ou pas. Si on arrive à avoir un bon écho-médian, on dira que c'est une tête qui est bien fléchie. Mais si on n'arrive pas à avoir un bon écho-médian, rapidement, on va conclure que c'est une tête qui est défléchie et haute. Voilà. Est-ce que d'autres questions? Allô? Docteur, Oui, je suis à l'écoute. les questions sont dans la discussion. Je ne les vois pas venir là devant moi. Hein. Alors,